Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez de très bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. De mon côté, ça va super bien. J'ai passé une semaine de vacances en Belgique. Je suis rentrée le dimanche et je profite encore de ma dernière semaine pour échanger avec vous, que ce soit sur les réseaux sociaux, mais aussi à travers les live streaming. Aujourd'hui, nous sommes encore là pour parler de la thématique autour des impératifs du management de la startup. Alors, nous allons passer à notre routine, vérifier si nous sommes bien en live sur nos plateformes digitales. Nous allons commencer par LinkedIn en passant par notre chaîne YouTube Rose TV Network. Et pour finir, nous allons checker également si nous sommes en live sur notre page professionnelle Ako Rose TV. Alors, je commence par LinkedIn, bien évidemment. Let's check together. On est très bien en live. Je vais vérifier le micro parce que c- c'est top. Le micro, il est très bien présent. Je vais même faire la republication. C'est fait. Alors, nous allons passer maintenant sur Rose TV Network sur YouTube. Alors, est-ce qu'on est bien en live sur Rose TV Network? Let's check. Très bien live. Je vais m'assurer également que le son, top, top. Rien à signaler, tout va bien également sur notre chaîne YouTube. Et maintenant, pour finir, nous allons passer sur Facebook. Ça, je vais le faire directement sur mon téléphone parce que je ne me suis pas connectée sur le Facebook à travers mon PC. Alors, let's go. Donc, comme je le disais en intro, aujourd'hui, la thématique va porter sur les impératifs du management de la startup. Vous savez, le process où les procédures pour gérer une startup diffèrent de celles d'une entreprise traditionnelle. Dans ce webinaire, je vais donc partager avec vous les prérequis, voire les leviers qu'il faut adopter pour mieux gérer votre startup. Alors, je vais pas de pub. Avec la dernière mise à jour de Meta, tout récemment, quand je vais ouvrir presque toutes mes applications, j'ai j'ai des pubs au fait. C'est top au niveau de Facebook également. Nous sommes très bien en live. Alors, je rappelle que si vous voulez participer à ce webinaire, vous êtes le ou la bienvenue. Il suffit juste d'utiliser la section des commentaires pour nous laisser vos impressions, vos commentaires, mais aussi vos questions autour de cette thématique. Let's start together. Alors, je vais vous partager mon écran. Les impératifs du management de la startup. Vous savez, nous sommes dans un monde qui est en pleine évolution. Donc, le management des startups requiert une approche spécifique centrée sur trois impératifs fondamentaux et qui sont dans un premier temps assurer la réussite des projets, aligner l'innovation et la stratégie. Je rappelle bien que quand on parle de start-up, on parle vraiment de l'innovation. Aligner l'innovation sur la stratégie de croissance et contribuer au renouvellement continu de l'entreprise. Dans ce webinaire, nous allons donc présenter l'écosystème unique adapté aux startups. Nous allons bien évidemment donner quelques définitions clés. Qu'est-ce qu'une start-up? Alors, une start-up est une jeune entreprise innovante à fort potentiel de croissance caractérisée par son modèle économique disruptif et sa capacité à évoluer rapidement dans un environnement
incertain. Donc, les startups sont appelées à croître de façon exponentielle, mais aussi à s'adapter à un environnement qui peut présenter des troubles, que ce soit les troubles socio-économiques, des troubles sociopolitiques. La start-up doit s'assurer de survivre, peu importe les fluctuations qu'on peut rencontrer dans notre société. Contrairement aux entreprises traditionnelles, elle se distingue par sa culture d'innovation, sa structure organisationnelle qui est très agile et sa recherche constante de financement pour soutenir son expansion rapide. Je pense qu'il y a à peu près 2 ou 3 semaines, nous avons fait une présentation qui faisait la différence entre une start-up et puis une entreprise traditionnelle. Et bien évidemment, nous avons abordé ces différentes thématiques autour de la start-up et puis de l'entreprise traditionnelle. Si vous n'avez pas regardé ce live ou si vous n'avez pas eu l'occasion de regarder les replays, n'hésitez pas. Il suffit d'aller directement dans nos webinaires, que ce soit à travers LinkedIn ou notre chaîne YouTube Rose TV Network, ou voire sur Facebook. On continue. Alors, là, nous allons aborder les 3 impératifs fondamentaux que nous avons énoncés en introduction. Premier impératif, assurer le succès des projets entrepreneuriaux. Dans un premier temps, sachez que une start-up, c'est entreprendre. C'est mettre en place un modèle économique qui répond à un besoin spécifique donné. Donc, pour ce faire, il faut un développement de projet. Ce développement de projet va consister à cultiver un environnement propice à l'émergence d'idées innovantes et transformer ces concepts en projets viables par un processus d'inclusion structurée. C'est là on parle de MVP. Nous allons aussi parler de l'accompagnement stratégique pour assurer le succès des projets entrepreneuriaux. Alors, sur ce volet, il est impératif d'offrir un soutien personnalisé aux équipes pour surmonter les obstacles techniques, commerciaux, organisationnels inhérents au développement d'une start-up. Vous savez que quand on est start-upper ou quand on a une start-up, on ne peut pas évoluer tout seul. Il faut donc s'entourer de bonnes personnes ou d'une équipe pour pouvoir croître son produit ou son service qu'on propose justement à travers cette start-up-là. Donc, en tant que promoteur ou promotrice d'une start-up, vous devez vraiment accompagner, soutenir vos équipes à traverser, que ce soit les obstacles techniques, mais aussi les obstacles commerciaux et voire les obstacles organisationnels. Pour finir, toujours sur le premier impératif qui consiste à assurer le succès des projets entrepreneuriaux, c'est la partie finance. Avoir un financement adapté. Les startups n'ont pas tout de suite le financement qu'il faut pour réussir dans leur projet. Donc, elles vont passer par des alternatives de financement pour pouvoir avoir du financement requis à leur projet. Pour ce faire, en tant que start-upper, et il est recommandé de mettre en place des mécanismes de financement flexibles et progressifs adaptés aux différentes phases de développement des projets entrepreneuriaux. Vous pouvez, par exemple, opter pour de l'autofinancement hein, ou du financement à travers vos proches, vos amis, ou solliciter les business angels pour vous accompagner dans votre projet. Et c'est ce qui est d'ailleurs recommandé pour les startups. Je rappelle qu'en tant que start-up, vous pouvez pas tout de suite, ou c'est pas garanti, d'aller dans une banque traditionnelle et d'avoir tout de suite le financement qu'il faut à votre projet. Donc, il va falloir trouver ces alternatives-là pour financer ou soutenir votre projet.
Nous allons avancer sur le coaching et l'accompagnement personnalisé. Oui, quand on a une start-up, il faut se faire accompagner. Et il ne faut pas rester dans son coin et dire que non, les problèmes vont se résoudre tout seul, non? Trouver des professionnels pour vous accompagner à accroître votre start-up. Il faut se faire, il faut se former, oui, et même former votre équipe. La formation des équipes avec des programmes de formation sur mesure pour développer les compétences entrepreneuriales. Mettre en place également des ateliers pratiques sur le design thinking. On en a parlé aussi dans un webinaire. N'hésitez pas à aller regarder. Et le Lean Startup. Aussi, faire des sessions de travail sur le pitch et la présentation des investisseurs. Et ça va faire bientôt 1 an avec notre nouveau projet Diga Consulting. Nous avons mis en place un programme de formation appelé Diga Consulting Academy où mes collaborateurs et moi, nous avons pris cet engagement de former ces juniors consultants à pouvoir maîtriser dans un premier temps euh, toutes les problématiques autour des métiers de la technologie, mais aussi sur la partie communication. D'une part, il faut avoir les compétences techniques, couramment appelées les hard skills, mais nous sommes dans une société où c'est pas seulement les compétences techniques ou les hard skills qui sont beaucoup plus sollicitées ou qui sont mises en avant. Il y a aussi les, les, hum, les soft skills qui sont requises à travers les recrutements. Donc, ce que nous avons fait, c'est que euh, nous avons proposé un module sur la communication et le pitch. Et sur ce module-là, l'objectif était de permettre aux consultants, voire aux apprentis, de pouvoir bien s'exprimer, que ce soit devant un client ou même pour leur projet personnel dans le cadre toujours professionnel. Ce qui montre que voilà, nous avons tout de suite remarqué l'enjeu ou l'importance de mettre en place les compétences douces ou les soft skills pour justement permettre à nos consultants de, de réussir ou de répondre à tous les besoins ou attentes clients. Le mentorat ciblé. Alors, le mentorat ciblé va consister à faire une attribution de mentors expérimentés selon les besoins spécifiques. Il faut aussi un suivi hebdomadaire des progrès et défis rencontrés et puis mettre en place aussi des conseils stratégiques pour les décisions critiques. Et pour finir, il faut donner aussi un accès à un écosystème, c'est-à-dire un environnement qui va permettre justement à toutes vos équipes de pouvoir s'épanouir. Et cet écosystème-là va passer par le management de la startup qui doit faciliter les connexions avec l'écosystème entrepreneurial en incluant bien évidemment des experts sectoriels et consultants spécialisés, les partenaires technologiques et commerciaux potentiels et pour finir des réseaux d'investissement et financement adaptés. Avançons. Si vous avez des questions, des suggestions ou même vos impressions autour de cette thématique, n'hésitez pas à les mettre tout de suite dans la section des commentaires. La protection des projets en phase de démarrage. Quand on est une start-up, à chaque fois, on doit piloter, manager des projets. Alors, comment protéger ces projets, surtout quand on est en phase de démarrage? Pour ce faire, il faut se baser sur 3 piliers. Les 3 piliers, c'est le bouclier organisationnel, créer une zone protégée où les projets naissants peuvent se développer sans être écrasés par les processus et exigences de l'organisation principale. Il faut aussi une mise en place d'une structure juridique et opérationnelle distincte. Il faut aussi une gestion
des conflits d'intérêts. Alors, pour les conflits d'intérêts, il faut anticiper et arbitrer des tensions entre les objectifs de la start-up et ceux de l'organisation existante. Et pour ce faire, il faut bien évidemment établir des règles claires pour résoudre des conflits de priorité et d'allocation de ressources. Et pour finir, il faut une préservation de l'agilité. La préservation de l'agilité va se passer par la défense de l'autonomie décisionnelle et la rapidité d'action de la start-up face aux tendances bureaucratiques. Et pour finir, il faut bien évidemment mettre en place des procédures allégées spécifiques aux projets innovants. Voici donc les trois piliers sur lesquels les startups doivent se baser pour la protection des projets en phase de démarrage. N'hésitez pas à participer, comme je vous le disais, à travers la session des commentaires en posant vos questions, vos réflexions, mais aussi vos impressions. Alors, maintenant, parlons un peu de la gestion des ressources limitées. Pour la gestion des ressources limitées, il faut se baser sur l'allocation rapide des ressources. Pour cette allocation rapide des ressources, il est important en fait de mettre en place un processus décisionnel accéléré pour l'attribution des moyens financiers. Il faut en outre proposer un budget dédié avec autonomie de gestion en mettant l'accent sur la flexibilité pour réaffecter les ressources selon l'évolution des besoins. Secondo, la constitution des équipes. Très important, le recrutement. Le recrutement est vraiment agile. Et je pense que il y a 2 ou 3 semaines, quand je faisais la comparaison entre une entreprise traditionnelle et une entreprise, une start-up, autant pour moi, j'avais mis aussi l'accent sur le recrutement, là où je disais que dans les entreprises traditionnelles, le recrutement, il va se baser peut-être au niveau des diplômes, au niveau des années d'expérience, ce qui n'est pas le cas au niveau des startups. Les startups, eux, ils vont chercher des profils, peu importe leur année d'expérience, mais ils vont plutôt mettre l'accent sur ce qu'ils peuvent apporter au niveau de compétences, au niveau de compétences techniques, de hard skills pour pouvoir leur permettre de réussir chaque projet innovant. Et pour finir, on va mettre l'accent sur la décision en mode startup. La décision en mode startup tourne autour des cycles de décision très courts avec des approches test and learn très importantes parce que quand on est en startup, on ne va pas tout de suite mettre en place un produit ou un service qui marche tout de suite. Non, il faut le tester, avoir des feedbacks, le retester, le réajuster jusqu'à ce que ça ne réponde à un besoin spécifique. Il y a aussi cette partie sur l'acceptation du risque calculé et de l'échec comme source d'apprentissage. On va y arriver. Alors, en startup, on est toujours en apprentissage. Quand on arrête d'apprendre, on va se rendre tout de suite que nos, nos connaissances sont obsolètes. Ça, surtout dans le secteur de la technologie ou de l'informatique en général. Et il y a de nouveaux logiciels qui naissent de jour en jour, et il y a de nouvelles plateformes, et il y a de nouvelles compétences qui sont sollicitées par les clients. Donc, il faut à chaque fois faire une mise à jour de ces connaissances pour pouvoir être à la page. Continuons. Mesures spécifiques de la performance. Alors là, on va parler un peu des KPIs, les indicateurs adaptés aux startups. Alors, pour les KPIs, nous allons parler du coût d'acquisition client, du revenu mensuel récurrent, du Net Promoter Score, de la vélocité. Le management d'une startup nécessite en réalité des métriques très différentes de celles utilisées pour les entreprises déjà établies. Ces indicateurs doivent refléter le stade de développement et les objectifs spécifiques de la jeune entreprise. Cela va se passer par l'apprentissage
comme on l'a dit il y a quelques minutes, et la validation du modèle d'affaires ou du business model qui prime sur la rentabilité immédiate pendant les premières phases de développement. Et comme je vous le disais, pour les KPIs, le coût d'acquisition client, pour mesurer l'efficacité des stratégies marketing, le MRR, le revenu mensuel récurrent, pour évaluer un peu la prévisibilité des revenus, comment on se projette, quel est le revenu dont on a besoin à court et moyen terme, voire le long terme. Le Net Promoter Score, le NPS, qui va permettre de mesurer la satisfaction client. Alors, ce KPIs, quand on l'utilise, quand une startup met en place, je vais prendre un exemple, une application mobile ou une application web pour un client lambda et que cette application a été déployée, la startup va mettre en place une série de questions qu'elle va envoyer bien évidemment à l'entreprise ou au client en question pour lui demander de lui faire un retour sur expérience, ce qu'il pense du produit, de l'application. Est-ce qu'il y a des bugs, des anomalies? Est-ce que le client a besoin des évolutions, c'est-à-dire mettre en place de nouvelles fonctionnalités sur l'application ou sur le produit? Donc, c'est avec le NPS que les startups arrivent à avoir ce retour sur expérience des clients. La vélocité, c'est-à-dire la rapidité d'itération qui permet d'évaluer la capacité d'adaptation. La vélocité est souvent utilisée dans les méthodologies agiles qui permet bien évidemment de suivre l'évolution de chaque itération qui est entre 3 et 4 semaines sur un projet spécifique donné. Donc, cette vélocité permet à l'équipe projet ou aux équipes de la start-up de voir leur adaptation quand il y a du changement. Et vous savez, en agilité aussi, il y a des changements tout de suite, hein. On peut commencer avec des user stories tout de suite. Et il peut y avoir des ajouts, des modifications, des mises à jour. Donc, c'est à travers ces modifications ou ces mises à jour récurrentes qu'on va s'assurer à travers la vélocité ou mesurer même la capacité d'adaptation de l'équipe. Est-ce que ça prend beaucoup plus de temps à l'équipe de pouvoir s'adapter? Est-ce que c'est une semaine, quelques jours, voire 2 semaines? Donc, justement, la vélocité est cette KPI qui va permettre de mesurer ou d'évaluer la capacité d'adaptation des équipes. Nous allons poursuivre. N'hésitez pas à partager, bien évidemment, ce live sur votre réseau, si vous êtes sur LinkedIn ou même sur Facebook, voire sur YouTube. Vous pouvez aussi intervenir directement en laissant vos impressions, vos questions dans la section des commentaires. Abordons maintenant le deuxième impératif qui est d'aligner l'innovation sur la stratégie de croissance. Quand on est en start-up, il faut miser sur l'innovation, la croissance. Pour ce faire, il va, dans un premier temps, explorer de nouveaux marchés. Oui, et l'exploration des nouveaux marchés va se dérouler à travers les initiatives entrepreneuriales qui visent des marchés disruptifs qui représentent de véritables opportunités de croissance pour l'entreprise. Cela implique bien évidemment d'identifier les segments émergents où l'entreprise peut créer un avantage comparatif durable. Secondo, il faut aussi répondre aux ruptures de marché. Oui. Quand il y a un besoin ou qu'il y a une rupture en tant que start-up, il faut tout de suite répondre à ces ruptures-là en faisant quoi? Ben, en étant déjà très flexible, en étant à l'écoute du marché. Donc, les startups internes doivent être positionnées comme des réponses stratégiques aux changements fondamentaux qui affectent l'industrie. Elles doivent aussi constituer un moyen privilégié d'adaptation face aux innovations disruptives des concurrents.
Sachez qu'on a beaucoup de startups maintenant, que ce soit en France, aux États-Unis et même maintenant en Afrique, surtout les startups qui évoluent dans les fintech, il y en a beaucoup en Afrique et le continent africain représente vraiment ce hub de fintech. Et donc, quand on évolue en startup, il faut vraiment miser sur ces marchés-là et pouvoir répondre à chaque fois à ces besoins spécifiques. Création de valeur à long terme. C'est vrai, quand on est en start-up, il faut tout de suite proposer quelque chose pour le tester, avoir des retours, le réajuster, mais aussi apprendre. Mais il faut, d'autre part, mettre l'accent sur la valeur de long terme. Est-ce que le produit ou le service que nous mettons en place va répondre à un besoin ou va continuer à répondre aux attentes d'une cible donnée à long terme. Donc, et en tant que startup, il faut aussi se poser ces questions-là. Cela va se passer par l'alignement stratégique qui implique de sélectionner et soutenir les projets qui peuvent générer une valeur significative pour l'entreprise au-delà des gains immédiats en renforçant sa position concurrentielle future. Toujours pas de questions, n'hésitez pas, hein, je vous ai dit vos questions, vos impressions, vos commentaires, même vos analyses sont les bienvenus dans ce webinaire. C'est vraiment un échange interactif avec vous. On va continuer. Let's continue. Let's go. Application directe des dirigeants. Alors, l'implication directe des dirigeants est impérative quand on évolue en startup. Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi il est important d'impliquer les dirigeants. Dans un premier temps, parce que le rôle du management ou du top management est requis pour pouvoir coordonner les équipes, mais aussi partager la vision de la startup. Si le top manager ou le promoteur de la startup n'est pas là pour accompagner les équipes, pour donner une directive ou même pour leur partager la vision derrière chaque projet, vous allez voir que les projets ne vont pas avancer et la startup risque de fermer les portes à court, voire moyen terme. Donc, quel va être le rôle du general management? Ce rôle va se structurer en 4 points. Dans un premier temps, il faut la participation active au comité de pilotage des projets innovants. Le top manager doit être là pour vraiment être à l'écoute, mais aussi proposer des solutions ou même des ressources requises pour le management de chaque projet. Il faut aussi une communication claire de la vision stratégique aux équipes entrepreneuriales. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le top manager doit partager la vision autour de chaque projet. Si les équipes ne savent pas pourquoi ou le comment ils doivent faire les choses, ils seront perdus. Donc, c'est au top management ou au manager de partager cette vision-là, les objectifs sur chaque projet. Ensuite, on va parler aussi de la validation des orientations majeures et allocation des ressources critiques. Ouais, j'ai avancé, hein, j'ai parlé des ressources tout à l'heure, mais justement sur ce point-là, on va parler des ressources. Vous savez, sur chaque projet, on a besoin des ressources, que ce soit les ressources matérielles, mais aussi des ressources humaines. C'est pas avec des machines, maintenant avec les intelligences artificielles qu'on va régler chaque aspect d'un projet. On a besoin des humains, on a besoin des développeurs, on a besoin des architectes, on a besoin des web designers, on a besoin des chefs de projet, on a besoin des business analysts, on a besoin de qui d'autre? Bah, voilà, tout ce que vous savez. Je ne vais pas donner tous les noms. On a besoin aussi même d'un community manager pour pouvoir justement faire la communication sur les réseaux sociaux. On a besoin de
d'un Scrum Master, on a besoin d'un Product Owner pour vraiment s'assurer de la qualité du projet. Donc, on a vraiment besoin de tous ces profils-là autour de chaque projet. Et pour ce faire, c'est au top manager de s'assurer que ces ressources-là sont disponibles pour pouvoir mener le projet à bout. Il faut aussi une représentation des projets auprès du conseil d'administration. Vous savez, dans les entreprises, que ce soit dans les entreprises classiques ou traditionnelles, mais aussi dans les startups, on a aussi beaucoup de startups, même au début, s'il n'y a pas cette représentation au niveau du conseil d'administration. Et maintenant, les startups essaient aussi de prendre cette partie-là des entreprises traditionnelles pour mettre dans leur système. Le conseil d'administration qui va justement permettre de coordonner, de prendre des grandes décisions pour pouvoir répondre à toutes les problématiques de chaque projet. Il y a aussi cette partie sur l'intégration stratégique. Comment se fait l'intégration stratégique? Alors, sur l'intégration stratégique, les dirigeants doivent établir dans un premier temps un lien explicite entre les incursions entrepreneuriales et le plan stratégique global de l'entreprise. Donc, les dirigeants doivent s'assurer que est-ce que notre incursion ou notre stratégie répond au match avec le modèle ou le plan qu'on a mis en place pour piloter un projet donné, en assurant bien sûr la cohérence des initiatives innovantes avec les objectifs à long terme. L'innovation stratégique ne peut pas réussir sans l'engagement visible et constant des dirigeants qui incarnent la vision d'avenir de l'entreprise. Donc, ce que je disais il y a quelques instants, il faut partager la vision de l'entreprise avec toutes les équipes, avec le conseil d'administration, avec les clients, avec toutes les parties prenantes sur chaque projet. C'est ça qui permet bien évidemment de bien piloter, de bien manager ou d'avoir un bon produit qui répond aux besoins spécifiques des clients ou des utilisateurs finaux. Nous allons avancer sur le portfolio équilibré des projets innovants. Participez à ce webinaire à travers vos impressions, vos questions, vos réflexions, voire vos commentaires dans la session de commentaires. N'hésitez pas à le partager également dans votre réseau, que ce soit sur LinkedIn, Facebook, voire sur notre chaîne YouTube Rose TV Network. Sur la partie portfolio équilibré des projets innovants, nous allons mettre l'accent sur 3 piliers qui sont les projets disruptifs, les projets adjacents et puis les projets incrémentaux. Au niveau des projets disruptifs, nous allons retrouver innovation radicale, nouveau marché. Au niveau des projets adjacents, nous allons retrouver une extension de marché, nouvelles offres. Quand on parle d'extension de marché, c'est que voilà, peut-être une start-up vient d'ouvrir ses portes sur Paris et va vouloir aller dans d'autres villes, grandes villes ou grandes métropoles comme Marseille, Toulouse, Strasbourg, Nice, Lille. Voilà. Donc, c'est ça l'extension de marché, ne pas rester dans une zone géographique donnée. Le but, c'est d'aller sur d'autres marchés régionaux. Alors, au niveau des projets incrémentaux, il va falloir mettre l'accent sur l'amélioration de l'offre existante. Quel exemple je peux vous donner? Je peux vous donner l'exemple de Nokia ou de Nokia qui a disparu maintenant. De Nokia qui était, voilà, je pense que les gens qui sont nés dans les années 90, voire 2000, vous avez déjà utilisé un téléphone Nokia. En tout cas, moi, je l'ai utilisé. Je pense que c'était en 2010, 2011. Oui, quand j'ai eu mon brevet, le BPC comme on l'appelle au Togo, on m'a offert un Nokia.
Et à cette époque-là, le Nokia, avant, c'était sans couleur, vous savez, avec les touches, on les appelait souvent E+1. Et après, ils ont innové, hein, c'est passé en couleur. Et moi, j'ai eu un Nokia couleur. Mais avec l'évolution du web, des réseaux sociaux, Nokia n'a pas su s'adapter et proposer d'autres produits qui répondaient justement à cette demande de ses clients aux différents utilisateurs. Ce que Apple a fini par faire, Apple est arrivé sur le marché, il a proposé des produits very smart, les smartphones qu'on a maintenant, et les internautes ou les clients étaient vraiment impressionnés par ces nouveaux produits-là. Et donc, personne n'est n'est naïf, hein. On te propose un Nokia 1+1 et puis un Apple avec des fonctionnalités très rapides, très innovantes. Tu vas bien évidemment, même si tu n'as pas de moyens tout de suite pour te l'offrir, tu vas vouloir à moyen ou à long terme te l'offrir. Ce qui a fait que le modèle Nokia ne répondait plus au marché et puis Apple a fini par conquérir tout le marché et au finish, Nokia a fermé les portes. Donc, c'est ça l'amélioration de l'offre existante. Apple est venu il a pris le temps d'analyser le marché, de voir ce qui est déjà là, c'est-à-dire l'existant, et c'est en fonction de l'existant qu'il a proposé autre chose. Et c'est là, bien évidemment, l'innovation. Alors que le management efficace des startups nécessite un équilibre stratégique entre différents types de projets innovants. Et cette approche de portfolio permet de diversifier, bien évidemment, les risques tout en maximisant les opportunités de croissance. Je vais vous parler aussi des projets émergents, projets stratégiques comme information supplémentaire, à part nos trois leviers. Alors, les projets émergents ou les bottom-up, ce sont des initiatives issues des collaborateurs identifiés par des programmes d'entrepreneuriat et sélectionnés pour leur potentiel d'impact. Je peux vous donner un exemple. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Doctolib. Si vous êtes en France, plus spécifiquement, je suis sûre que vous avez déjà utilisé Doctolib pour prendre rendez-vous afin de vous rendre chez votre médecin. Donc, Doctolib est une application mobile qui permet, il y a aussi la version web qui va permettre justement aux internautes ou aux patients de prendre des rendez-vous. Et tout de suite, voilà, quand vous prenez un rendez-vous, vous recevez une notification vous disant que votre rendez-vous a été pris en compte. Vous allez certainement avoir une confirmation. Donc, avec le temps, vous allez voir qu'il y a eu des évolutions sur Doctolib. Oui, quand je suis arrivée en France en 2018, je pense déjà en 2019, j'ai commencé à utiliser Doctolib avec la naissance de mon fils. Donc, il fallait prendre des rendez-vous tout de suite pour aller chez le pédiatre, le médecin traitant et tout. Et avant, il n'y avait pas cette partie où vous pouvez envoyer des documents tout de suite. Quand on vous demande de faire un bilan sanguin ou une analyse, d'envoyer tout de suite vos données ou vos résultats d'analyse sur Doctolib. Donc, vous allez voir qu'avec le temps, suite peut-être à des constats ou à des manquements ou même des retours sur expérience des clients, des patients, comme on les appelle, Doctolib a dit que non, ça serait bien d'introduire cette fonctionnalité pour que, surtout avec le COVID, hein, c'est beaucoup COVID qui a accéléré cette partie-là, d'envoyer directement les résultats d'analyse sur la plateforme. C'est avec COVID et il était compliqué d'avoir des rendez-vous physiques avec les médecins ou les docteurs. Donc, on a beaucoup privilégié des rendez-vous visuels. Ce qui fait que quand vous avez les résultats de vos analyses, il faut tout de suite l'envoyer sur la plateforme. Donc, c'est en quelque sorte des initiatives ici des collaborations avec des programmes d'entrepreneuriat, mais aussi suite au constat observé sur le marché.
Parlons maintenant des projets stratégiques, les top-down. Alors, les top-down sont des initiatives lancées par la direction en réponse à des enjeux stratégiques identifiés avec des objectifs et ressources clairement définis. Donc, le, le conseil d'administration ou la direction en général va se baser au fait sur des use cases ou les cas pratiques ou même des existants pour donner une réponse aux enjeux, hein. Peut-être c'est le directeur d'un pôle qui a fait le constat ou même l'architecte, voire le développeur qui a fait un constat et qui l'a peut-être proposé à la direction ou au conseil d'administration. Donc, le conseil d'administration va prendre le sujet, l'analyser et ensuite proposer des solutions stratégiques tout en se basant sur les ressources financières et humaines disponibles. On avance sur notre troisième impératif, qui est d'ailleurs le dernier, qui est de contribuer au renouvellement continu de l'entreprise. Très important cet impératif-là quand on évolue en tant que start-upper ou qu'on est dans une start-up. Alors, sur ce troisième impératif, nous allons avoir quatre différents éléments. Le premier élément, c'est l'anticipation stratégique. L'anticipation stratégique consiste à identifier les marchés en déclin et les opportunités émergentes pour anticiper les transformations nécessaires de l'entreprise. Donc, cela va se passer par un benchmark qui va permettre d'aller voir ce que les autres font en quelque sorte et de pouvoir parfois se procurer de leur tendance, de leur innovation pour l'adapter à nos réalités ou aux besoins de la start-up. Ensuite, on a dans un second temps l'innovation disruptive. Alors, l'innovation disruptive, on va y arriver, hein. Parfois, j'ai du mal avec les R. On dit souvent que je roule les R. Alors, l'innovation disruptive, c'est développer les solutions radicales, nouvelles, capables de remettre en question les modèles existants avant avant que les concurrents ne le fassent. Donc, sur cette partie-là, bon, en tant que start-up, vous n'allez pas aller voir ce que peut-être font vos concurrents. Vous allez tout de suite anticiper ce qui manque sur le marché et puis proposer tout de suite une solution qui va répondre à ces besoins-là et ne pas laisser le concurrent être le premier à proposer cette solution-là. Troisième élément, c'est la vision long terme. La vision long terme, c'est adopter une perspective qui dépasse les considérations tactiques pour se concentrer sur la pérennité et l'évolution de l'entreprise. On est bien d'accord que quand on crée une start-up, on ne veut pas, je sais pas, dans 2 ans ou 3 ans dire que non, notre start-up ferme ses portes. Non, on se projette dans le long terme. On s'est dit, OK, je vais créer ma start-up, même si à long terme, j'envisage la revendre. Mais l'objectif, c'est que cette start-up devienne une licorne, par exemple. Une licorne, c'est une start-up qui est évaluée à 1 milliard d'euros en bourse. Donc, la plupart des startups, et elles ont ce mindset de dire que quand je lance ma start-up, je veux bien évidemment que ma start-up devienne une licorne. Donc, elles se projettent dans le long terme en se disant que ça va être une réussite. Nous allons avoir une croissance exponentielle et notre produit ou service va vraiment répondre aux besoins de notre clientèle cible. Et pour finir, il y a la transformation interne. La transformation interne va se tourner autour du fait que les startups vont mettre en place des laboratoires pour tester de nouvelles méthodes de travail et de nouveaux modèles organisationnels.
Parce qu'on disait, les startups, c'est toujours le test, le learn, réajuster, adapter pour répondre aux besoins. Donc, les startups vous allez souvent entendre parler des labs. Voilà, en anglais, des labs, ça veut dire c'est laboratoire en coupe, tout de suite comme ça, des labs, pour pouvoir justement faire des tests, réajuster, apprendre, avoir des feedbacks et pouvoir mettre en place de nouvelles fonctionnalités, avoir même des évolutions sur les produits qu'on propose à notre clientèle cible. La session des commentaires est toujours disponible si vous voulez participer à ce webinaire à travers vos réflexions, vos partages, vos analyses, mais aussi vos questions autour de cette thématique qui est les impératifs du management de la startup. Si vous avez une startup ou si vous envisagez en avoir une, bon, ce sera bien évidemment l'occasion de poser vos questions ou même si vous avez déjà le business model que vous avez établi, partagez-les avec nous. Transformation de l'organisation par l'innovation. Cette transformation va se tourner autour de la culture traditionnelle, de la transformation et de la culture agile. Il faut bien évidemment une acceptation constructive des conflits. Le management doit reconnaître que les tensions entre l'innovation et l'existant sont non seulement inévitables, mais nécessaires au renouvellement de l'entreprise. Très impératif parce que on ne peut pas tout de suite dire, OK, on va réinventer la roue. Non, il faut aussi se baser sur l'existence qui existe déjà et comment on peut faire pour apporter de l'innovation, pour apporter un peu de changement dans le but de répondre davantage aux besoins spécifiques de notre clientèle cible. Et je pense que c'est ce que Elon Musk il fait. Il le fait très bien d'ailleurs. Et lui, il prend tout son temps à voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et c'est en fonction, bien évidemment, de ça qu'il met en place de nouveaux produits dans le but de répondre à des problématiques données. Et pour l'évolution culturelle, qui va se baser sur la culture traditionnelle avec la hiérarchie rigide, le processus standardisé et puis l'aversion au risque. La transformation qui est le fait d'avoir une expérimentation, de se baser aussi sur l'apprentissage, mais aussi de l'adaptation. Et pour finir, la culture agile, c'est-à-dire être vraiment flexible, c'est l'autonomie responsable, la flexibilité des approches et puis la tolérance à l'échec. Quand on est en start-up, il faut se dire que l'échec est normal. Il ne faut pas se dire que non, j'évite l'échec, je ne veux pas prendre les risques. Non, ça fait partie même de l'ADN de start-up. Il faut aimer le risque, il faut accepter l'échec et c'est justement à travers l'échec qu'on apprend et puis on essaie de rebondir pour apporter beaucoup plus de pour apporter beaucoup plus d'innovation, mais aussi ne plus répéter les mêmes erreurs. La théorie de l'innovation distributive de Clayton, c'est un exemple de Clayton Christensen, souligne que les organisations établies ont tendance à rejeter naturellement les innovations qui menacent leur modèle ou business model existant. Oui, je vous ai donné l'exemple de Nokia ou de BlackBerry qui ont fini par fermer leurs portes parce qu'ils ont fait cette erreur-là de ne pas accepter la tendance, de ne pas s'adapter au nouveau marché, de ne pas changer de business model. Et ils voulaient conserver leur business model et ne voulaient pas tout de suite, en fait, prendre des risques. Parce que voilà, on peut dire, ces entreprises-là ont un risque aversion, ont une averse au risque. Elles ne sont pas les risk lovers, donc pour eux, leur modèle existant, c'est le meilleur, donc il ne faut pas innover, il faut rester là-dessus. Les conséquences, bah, elles ont disparu. Alors,
on va ensuite avancer sur le sponsoring par le top management qui tourne autour de 3 points. Premier point, c'est l'encadrement stratégique. Deuxième point, c'est la protection institutionnelle. Et puis le troisième point, c'est la légitimité interne. Quand on parle d'encadrement stratégique, c'est le fait que chaque initiative innovante significative doit être parrainée par un membre de la direction générale qui en devient le champion au sein du comité exécutif. Ce sponsor apporte une vision stratégique et s'assure de l'alignement du projet avec des objectifs globaux de l'entreprise. Donc, au niveau de l'encadrement stratégique, supposons qu'on veut mettre en place une nouvelle solution, un nouveau logiciel et une nouvelle ERP. Cette innovation doit être parrainée par un membre de la direction générale ou du conseil administratif qui va devenir en quelque sorte le modèle ou le sponsor ou le promoteur en fait, de cette initiative. Cela permet justement d'avoir du sponsor, le financement qu'il faut, mais aussi de dire, OK, bah, à moyen et à long terme, de dire que OK, c'est ce top manager qui était à l'initiative ou qui a validé ce projet-là. La protection institutionnelle, c'est le sponsor qui agit comme un bouclier protecteur pour l'équipe de la startup lui permettant bien évidemment de développer son projet sans être entravé par les contraintes organisationnelles habituelles. Il va donc défendre le projet lors des arbitrages budgétaires et les revues de portefeuille. Donc, pour la protection institutionnelle, vous allez voir qu'il y a un top manager qui, lors des réunions ou des points au niveau de la définition du budget ou même du cadrage, c'est lui qui va prendre l'engagement justement de défendre les points positifs ou la valeur ajoutée du projet, ce qui fait que il y a une figure emblématique qui reste au cœur du projet. La légitimité interne. Alors, au niveau de la légitimité interne, on a la caution d'un dirigeant de haut niveau confère et qui confère une légitimité essentielle à la start-up au sein de l'organisation. Cette légitimité facilite bien évidemment l'accès aux ressources internes et l'établissement de partenariats avec les différentes unités d'affaires. Donc, au niveau de la légitimité interne, on a un top manager ou un exécutif qui se porte garant en quelque sorte de la légitimité interne du projet auprès des différents investisseurs, des stakeholders, les sponsors ou même de toute l'équipe projet. Let's continue. Alors là, on a encore 8 minutes. On va essayer d'aller vite. Pour donner la place aussi à des questions s'il y en a. Je vous ai pris un exemple inspirant, le modèle d'incubateur interne. Cas d'entreprise, là, je vous ai pris Schneider Electric, qui est une entreprise allemande. Voilà. Vous savez, il y a Schneider aussi au niveau des stylos, dans la papeterie, tout ce qui tourne autour des cahiers, des blocs-notes, etc. Donc, le programme de Schneider Electric Ventures illustre parfaitement l'application des 3 impératifs de management de start-up. L'entreprise a créé un incubateur interne qui identifie et développe les projets innovants alignés avec la stratégie de transformation digitale et énergétique de l'entreprise. Donc, avec des succès notables qu'on peut avoir, la création de nouvelles offres de services digitaux, le développement de solutions d'efficacité énergétique disruptive et pour finir, la diffusion d'une culture entrepreneuriale dans l'organisation.
Donc, c'est un cas pratique que vous pouvez retrouver bien évidemment sur Schneider Electric. Quelques difficultés rencontrées autour de ce modèle d'incubateur. Bon, on a une résistance à ça, on en a partout une résistance initiale des divisions établies. Donc, il va y avoir des conflits en interne. La complexité d'intégration des innovations dans l'offre existante, c'est-à-dire l'existant, et puis des défis d'évaluation du ROI, c'est-à-dire le return on investment à court terme sur ces projets disruptifs. Donc, il y aura plusieurs parties qui vont avoir des doutes sur le retour sur investissement. Et les leçons apprises, c'est l'implication directe du CEO et la mise en place d'un système de gouvernance hybride. C'est-à-dire, ils ont opté pour l'hybride, un peu de la rigidité, un peu de la flexibilité pour pouvoir trouver le juste milieu suite aux différents conflits en interne. Et donc, a été déterminé pour le succès du programme, démontrant l'importance du sponsoring exécutif. Synthèse des outils de pilotage. Là, je vous ai pris quelques exemples des outils de pilotage. On a le mentorat structuré, les indicateurs agiles, le financement adaptatif. Au niveau du mentorat structuré, on en a parlé. Et il y a le programme de coaching par des entrepreneurs expérimentés. Je vous ai donné cet exemple aussi en tant que dirigeant ou dirigeante d'une start-up. Il faut se faire accompagner par les experts, mais aussi accompagner les différentes équipes sur les différentes problématiques au sein de la startup. Des sessions régulières de feedback et d'orientation, très important. Il faut avoir des retours sur l'expérience des utilisateurs ou de vos clients. Avoir aussi un réseau de mentors internes et externes très spécialisés. Vous pouvez avoir des mentors en interne de la startup, mais aussi prendre des mentors externes, ce qui vous permet justement d'aller au-delà de ce que vous avez en interne et de pouvoir bien évidemment vous challenger. Les indicateurs agiles, tableau de bord adapté aux différentes phases. On a donné quelques exemples de KPIs. Si vous n'étiez pas là, n'hésitez pas à regarder le replay. Mesures de validation du marché et d'apprentissage des KPIs et évolutifs reflétant la maturité du projet. Au niveau du financement adaptatif, il faut mettre en place un mécanisme de financement par étape, stage gate, et puis avoir des enveloppes d'amorçage pour des tests rapides et pour finir, l'accès à des fonds de développement plus conséquents. La communication, bien évidemment, continue entre le management et les porteurs de projets constitue bien évidemment le cement, le ciment de ces différents outils de pilotage. Par ailleurs, on a des réunions régulières de revue de projets, des sessions de partage d'expériences et des forums d'innovation qui facilitent bien évidemment la communication bidirectionnelle essentielle. Nous sommes arrivés at the end of this webinar. Let's conclude. Au niveau de la conclusion, nous allons bien évidemment nous projeter vers un management agile et stratégique quand on évolue en startup. Et ce management agile et stratégique va se tourner au niveau de l'interdépendance des trois impératifs qu'on a évoqués pour avoir l'avenir de la startup. Donc, au niveau de l'interdépendance, il faut un système du management de la startup qui repose sur l'équilibre dynamique entre trois impératifs fondamentaux. Ils se renforcent mutuellement et créent un cercle vertueux d'innovation et de croissance. Le succès des projets, l'alignement stratégique et puis le renouvellement. Et nous voilà à la fin de cet échange. Là, nous sommes à 55 minutes et à 57 minutes, il est 14h02. C'est vrai que j'ai eu, je pense, 3 voire 5 minutes de retard quand j'ai commencé. Et donc, si vous avez des questions maintenant, c'est l'occasion de les poser. Ou si même vous avez des commentaires, des suggestions à faire sur cette thématique-là, n'hésitez surtout pas. Nous allons avoir encore quelques 2 minutes avant la fin de cet échange. Et pour ceux qui vont regarder le replay, n'hésitez pas également à nous faire
vos rex, vos retours sur expérience, vos feedbacks de comment vous percevez la croissance ou l'évolution dans une start-up. Je saisis de l'occasion également pour vous parler de mon deuxième ouvrage potentiel. Exploiter toutes vos ressources, voilà, c'est très important, qui est disponible en précommande maintenant sur le e-book, la boutique Kindle en version e-book, voilà, en version e-book dans la boutique Kindle. Euh, Pourquoi vous devez faire la précommande? En réalité, la précommande vous permet en fait d'être parmi les premiers ou premières euh, personnes à avoir le livre à sa sortie. Et je rappelle que la sortie est prévue le 15. Oui, la sortie du livre est prévue le 15 décembre 2025. Donc aujourd'hui, on est le 13, à peu près dans 4 mois. Donc vous avez encore 4 mois pour passer votre précommande. Et n'hésitez pas aussi à vous, euh, à vous abonner à notre newsletter, que ce soit sur mon compte principal LinkedIn, Akurotiebio, mais aussi sur notre plateforme Rose TV Network pour recevoir euh, toutes les informations de, autour de la sortie de potentiel, exploiter toutes vos ressources. Alors, Monsieur Doji Moïse, moi, Fongo, merci beaucoup, merci pour votre message. Ça fait plaisir. J'aurais bien voulu que vous partagez avec nous vos expériences autour du management de la startup. Mais j'espère que les prochaines fois, nous aurons l'opportunité de pouvoir échanger davantage sur d'autres problématiques. Ben, sur ce, je vais v- prendre congé. Donc, je vous souhaite une très bonne après-midi. Prenez soin de vous. Pour ceux qui sont en vacances, ben, profitez bien des vacances et revenez-nous en force en septembre parce qu'en septembre, ça va être du lourd. Les affaires vont reprendre. Donc, hâte de vous retrouver le mercredi prochain, le 20. Nous aurons un autre webinaire à faire sur une thématique que je vais bien évidemment partager avec vous. Au revoir et à très bientôt.